Audace. Audace. Place à l'audace. Audace. Que j'ai un peu de l'anxiété, j'ai aussi, je suis maman, tout a changé, j'ai moins de sommeil et machin, donc je me dis, avant le retour, je me dis, oh là là, ça va être sport, mais je reviens, et je pense que je tiens 3 semaines. Tout est en pagaille, je retrouve rien, tu reviens, il faut que ça tourne de nouveau, t'es de retour, il faut que ça tourne, Et je revois le post de Pierre chez Nespresso. Donc je me dis, moi j'ai déjà fait une partie du truc en fait, donc je vais postuler, donc je postule, on me rappelle, ça se passe très vite, j'enchaîne les entretiens, je vois le CEO, le lendemain de la certification B Corp. Pour faire simple, tu as le commerce et l'e-commerce, ici tu as PR et e-PR, donc c'est tout ce qui se passe en ligne avec les influenceurs et les créateurs de contenu. Et là, c'est de trouver les bons créateurs de contenu pour parler de la marque. Et mon rôle, c'est d'assurer vraiment l'image de marque à l'extérieur, en externe, tout en maintenant aussi cette image de marque premium, lifestyle, parce qu'il n'y a pas que la durabilité, il y a aussi ce truc de on fait des jolies choses, on fait des bonnes choses. Cette expertise café aussi que j'ai envie de mettre en avant. Est-ce que je gère tout? Je sais pas. Il y a des jours où je gère, il y a des jours où je gère pas du tout. Il y a des jours où je me fais oulala, mais qui est cette personne? Je pense que effectivement, comme on le dit, une entreprise où il y a une bonne culture du bien-être et un respect mutuel, ça facilite les choses. Je suis ambitieuse, mais par contre, quand c'est pour me fixer des trucs avec mon fils en mode genre je vais gérer, je suis une super mom, non. En fait, je sais que je suis fragile, que je peux avoir des moments où je pète un câble. Et à ce moment-là, j'appelle à l'aide. J'essaye pas de faire je ne sais quoi, de faire super mama, non. Je demande, j'appelle ma sœur, je dis « Please, viens m'aider, je ne peux plus. » Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel? Comment s'aligner pour mieux briller? Chaque vendredi, dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bonjour Julie. Bonjour Chloé. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. J'ai une tonne de questions, mais je vais commencer par te demander déjà comment tu te sens aujourd'hui. Très bien. J'appréhende un petit peu. Déjà, je te remercie pour l'invitation. Parce que d'habitude, moi, je suis pas à ta place, mais je suis même derrière toi, puisque je prépare des porte-paroles à faire des interventions et des interviews. Et donc, en général, moi, je prépare tous les messages et je surveille que tout est bien dit comme il faut et tout ça. Et là, maintenant, c'est moi qui dois faire ça. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de ce que j'enseigne habituellement et ce que je fais dans la vie professionnelle. Justement, ta vie professionnelle, on va y venir. Mais avant ça, je vais te demander peut-être déjà de te présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui. Alors, moi, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans, je suis née à Bruxelles. J'ai presque toujours vécu à Bruxelles. Maintenant, j'habite ici dans le Brabant flamand, à Dilbeek. Mais si tu prends le point où je suis née et là, toutes les villes où j'ai habité, c'est un périmètre de 10 km. Donc, moi, je ne suis pas je suis très sédentaire, bruxelloise source et je me suis jamais trop éloignée. Je suis la maman d'un petit garçon prénommé Liam qui a 3 ans, qui est né en septembre 2021.
Dans la vie, on va y venir, mais du coup, je suis responsable relations publiques pour Nespresso en Belgique et au Luxembourg. Je suis et voilà. Sinon, à propos de moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Je suis une boule de nerfs et d'énergie. Parfois, j'en ai trop. Et je suis passionnée. Donc, tout ce que je fais, je le fais toujours à fond. Voilà. Tu peux nous dire quel genre d'enfant tu étais ? Oui, alors moi j'ai eu une enfance, je vais dire très simple, classique, très gâtée. J'ai une petite sœur, on n'a pas de cousins-cousines, on a un cercle familial super petit et donc on était un peu le centre du monde quoi. On a passé beaucoup de temps chez ma grand-mère maternelle que je considérais comme ma deuxième maman. On est aussi très proche de notre tante. La sœur de ta maman ? Ouais, avec qui on passe beaucoup de temps, qui a pas d'enfants. Et voilà, donc le centre du monde, hein. Donc très gâté, mais par contre, on a eu aussi une éducation super stricte et rigide, je dirais. C'était voilà, il faut travailler, il faut être les meilleurs. Voilà, c'était pas tous les jours super fun. Avec le recul et depuis que je suis maman, je me rends compte que moi, j'ai une approche un peu différente avec mon fils. Je recherche beaucoup plus ce côté affectif que j'ai pas spécialement eu avec mes parents et ma mère particulièrement. On a toujours eu un peu une relation conflictuelle, surtout à l'adolescence. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites incompréhensions. J'avais toujours l'impression aussi d'être, quand j'étais ado, la dernière à être sur MSN, la dernière à avoir Internet, à avoir un Skyblog, tout ça, parce que oui, non, fallait se concentrer, l'étude, l'école, c'était plus important. On n'avait pas, mes parents sont pas non plus axés tendance, mode et tout, donc on n'avait pas on s'habillait pas en Riverwoods, tu vois, donc très classique, très down to earth, j'ai envie de dire. Les voyages, c'est pareil, on n'a pas fait des voyages. Moi, maintenant, je vois des gens, ils vont aux États-Unis avec des enfants qui ont 2-3 ans, moi pas du tout. Je pense que la première fois où j'ai pris l'avion, c'était en voyage de réto, pour te dire. Donc voilà, très neutre, très rien de très spécial, mais on était très gâtés quand même pour tout le reste, quoi. Le fait d'être toi-même devenue maman, est-ce que ça a apaisé la relation avec ta mère ? Oui, je me rappelle quand le petit, les premières heures et les premiers jours du petit, c'était assez difficile. Enfin, on est rentré de la maternité, c'est tout nouveau, tu sais pas comment faire. Même si je m'étais beaucoup informée, j'avais beaucoup lu et tout, je pensais être préparée, t'es jamais vraiment préparée en fait. Et je me rappelle que je me suis dit mais c'est dur en fait, c'est super dur. Et elle en a eu 2. Moi j'en ai qu'un, il est tout petit. 2. En plus ma sœur et moi on se disputait beaucoup, on était un peu des pestes entre nous. Donc je me suis dit mais et du coup là j'ai eu un peu un regain de elle a été forte, elle a été courageuse, je l'admire et je lui ai même envoyé un message un peu en mode déclaration parce que nous comme je te dis on n'avait pas ce côté affectif, t'es pas dans les grandes un peu pudique. Ouais, très pudique et donc là je lui avais envoyé ce message en mode en fait, je me rends compte, je suis admirative de ce que tu as réussi à faire avec nous. Parce que c'est vrai qu'elle a été dure, mais d'un autre côté, avec le recul, je me dis, ouais, j'ai été privée de plein de trucs, mais ça m'a enseigné une discipline. Donc, j'étais pas à faire les folies, quoi. J'ai fait quelques petites bêtises et tout. Ma sœur en a fait beaucoup plus que moi, mais genre, je me dis, voilà, ça m'a enseigné à être pragmatique, pas faire la folle. Et donc finalement, ça m'a bien servi, tout ça. C'est des valeurs que aujourd'hui tu inculques toi à ton fils ? Ouais, j'essaye. Bon, il a 3 ans. Ouais, il a 3 ans. Donc... Mais c'est vrai que je suis pas dans ce move parentalité positive, oui et non, hein, parce que laisser tout faire, au plus tu lui laisses de l'espace, au plus il en prend. Donc, je pense quand même que pour son bien, il a besoin de structure. Et donc, je suis pas dans la rigidité extrême, mais il y a des règles et je me rends compte que quand les règles sont claires, ça se passe beaucoup mieux. Pour lui aussi, je pense que c'est bien d'avoir des limites. Ton parcours scolaire, on en parlait en off juste avant, mais tu peux dans les grandes lignes nous le donner, parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de monde de voir où tu en es aujourd'hui avec le parcours scolaire, qui est pas forcément celui auquel on pense quand
quand on voit quelqu'un qui travaille dans le marketing, dans la com ou dans les PR? Ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas fait d'études qui m'ont formée au métier que je fais aujourd'hui, pas du tout. J'ai fait les secondaires, l'enseignement général, et après, je voulais des études qui forment à un métier. Donc, l'université, ça me tentait pas trop. J'avais pas envie d'être un numéro. D'ailleurs, j'ai vu ma mère travailler à la banque, être un numéro toute sa vie, être malheureuse. Donc, j'ai dit non, mais moi, c'est pas ça. Je recherche pas ça. Moi, je veux être un truc, avoir un peu que mon boulot, ça soit aussi un peu une safe place, où je me sente valorisée pour ce que je fais et voilà, où je donne de moi, mais après, on me rend de l'autre côté. Et donc, du coup, il y avait les hautes écoles et il y avait cette formation en office management, secrétariat de direction, où c'était un bachelier en 3 ans. Il y avait les langues, il y avait de l'économie, du marketing. Donc, oui, on n'apprenait pas à dactylographier au service du café. Et il y avait des stages. Il y avait des longs stages. Donc, là aussi, je m'étais dit, voilà, avec ces longs stages, après, j'aurais déjà une première expérience. Ce serait un atout. Quand je postulerai, je dirais pas, j'ai pas fait de stage, parce que l'UNIF, il y en a très peu, voire pas, dans certaines sections. Donc, j'ai fait ça, 3 ans. Facile. Je suis sortie de là. J'ai fait mon stage chez Coca-Cola. Et donc, j'ai eu mon CDD. On m'a proposé un CDD. J'avais un peu réfléchi, est-ce que je ferais pas un master ou des cours du soir quand même, le marketing, parce que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je m'étais dit, ça va être la porte d'entrée et puis je me débrouillerai, quoi. Mais je m'étais aussi dit, si j'ai pas le diplôme de marketing, ça va être dur de rentrer dans des trucs, dans des fonctions marketing. Et puis, non. Et puis, je me suis dit, non, qui vivra verra, je me lance. Au pire, je ferai encore le master après. Donc, j'ai commencé à travailler. Combien de temps chez Coca? 4 ans. Oui, quand même. Ouais. Donc, 2 ans de CDD, puis 2 ans de CDI. Et je suis partie parce qu'il y avait une restructuration, qu'on supprimait mon poste. Et donc, c'était l'occasion de partir avec un package de départ aussi. C'était assez intéressant, on va pas se mentir. Et les opportunités, il y en avait encore. Mais voilà, ça restait des mouvements horizontaux. Oui. Donc, je restais assistante. J'allais pas grandir là, c'était sûr. Donc, je me suis dit, bon, voilà, 4 ans de Coca sur un CV, c'est très bien, hein, ça va déjà m'ouvrir des portes. Et c'est comme ça qu'en fait, un peu par hasard, j'ai atterri ici où on est aujourd'hui, au War Waters, pour toute autre chose. C'est un autre projet que je menais et de fil en aiguille, la discussion a fait que, en fait, j'ai même pas postulé ailleurs. Ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai arrêté, je pense, un vendredi chez Coca-Cola et le lundi, je commençais à bosser ici comme marketing manager. Exactement. Et War Waters, en 2 mots, c'est un centre de bien-être, mais pas seulement. Ils font aussi, il y a un restaurant, il y a, tu sais mieux que moi, mais un hôtel. Ouais. C'est très, très beau. C'est très chic. Ça respire le bien-être. Ouais, j'invite toutes les personnes. Il y a beaucoup de gens. Entre-temps, c'est déjà très connu. Je pense que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Mais oui, c'est un centre wellness, une salle de sport aussi. Donc, c'est aussi possible de venir faire son fitness ici. Le spa, l'hôtel, plusieurs restaurants. Voilà, c'est vraiment l'approche du bien-être dans sa globalité. Moi, quand j'étais ici, il n'y avait pas encore l'hôtel, mais c'était dans les projets. Et donc, là, je suis ravie d'être ici aujourd'hui, de voir que ces projets se sont concrétisés et que ça a évolué. Et ici, je suis restée 1 an et demi. Mais la fonction, c'était peut-être trop marketing, trop global, pas assez spécialisé. Et là, j'ai voulu, me spécialiser dans un domaine. Oui. Il y en a plein. Il y a le digital, le contenu, le PR, le CRM. Et donc, moi, ce côté gérer tout et survoler tout, ça me plaisait pas trop. Enfin, je me voyais plus spécialiste dans les détails parce que je suis quelqu'un de très aussi minutieuse. Détails, oui. Ouais. Donc, et là, j'avais déjà touché au PR. Je trouvais que c'était un truc que j'aimais bien faire, aller au contact des journalistes. Il y avait ce côté challenge parce qu'en fait, chez les journalistes, tu n'achètes pas un espace publicitaire. Tu peux le faire avec le média, mais le journaliste, le but, c'est de lui expliquer que ton produit ou ton service vaut la peine qu'on en parle de façon organique. Et c'est ce côté un peu challenge. C'est pour ça que j'ai voulu faire les PR. Mais encore une fois, je sentais bien qu'il me fallait un peu plus et qu'il me fallait une expérience en agence pour pouvoir aller dans des postes de PR manager. Et PR, tu peux nous décrire déjà, le terme c'est anglais, vous l'utilisez comme ça, dans le jargon vous dites PR? Ouais, on dit PR ou RP. Relations publiques. Ouais, relations publiques, mais parfois on dit aussi relations presse. En France, oui, voilà. On utilise beaucoup les relations presse et les affaires publiques. Et donc, les deux font les relations publiques.
Et puis il y a aussi le EPR que je fais aujourd'hui aussi et qui est assez récent. C'est depuis qu'il y a tout ce qui est créateur de contenu, etc. C'est toute la partie online, si tu veux, des relations publiques, qui consiste principalement, voilà, les relations avec les influenceurs, les blogueurs, les personnalités en ligne. Du coup, je sais plus comment. On va continuer ton parcours. Donc, tu cherches à te spécialiser dans le côté PR. Ouais. Tu quittes Wear Waters pour te spécialiser en agence. Ouais. Je pense. Ouais. Là, tu fais tes armes. Ouais, je fais mes armes. C'est dur parce qu'en fait, moi, j'avais juste survolé encore une fois le truc. Je pensais que j'étais là, je venais avec mon petit communiqué de presse chez les journalistes. J'invitais, j'envoyais, je pense on avait des tongs ici brandés au Wear Waters, donc j'envoyais un petit press kit, un petit truc, un petit crème et un truc, une invite. Et je disais venez découvrir. Ils venaient découvrir, ils adoraient, ils écrivaient leur article. Et en fait, voilà. Sauf que ça, c'est le côté plutôt lifestyle. Mais après, dans la presse, il y a aussi les journalistes plus corporate, donc économie, politique et tout ça. Et là, t'en vois pas ce genre de trucs. Ça passe pas les petites tongs. Non, mais après, tu peux juste faire il y a des PR managers qui font juste du lifestyle. C'est rare d'avoir finalement quelqu'un qui fait un petit peu les trois, donc qui fait le brand, les influenceurs et le corporate. Et en agence, j'ai appris le corporate parce que le brand, finalement, j'avais plus grand chose à apprendre. J'avais un peu compris la dynamique, etc. Mais le corporate, je connaissais rien du tout. Donc, je me suis retrouvée dans une agence avec des clients difficiles où il y avait des crises. Mais j'ai beaucoup appris. Donc, ça a été... je faisais des heures pas possibles. J'avais un stress de dingue parce que t'as pas envie que ton client t'envoie un article négatif. T'as envie que c'est toi qui vois l'article négatif, qui réagit, qui dit « Ah, je vais appeler la rédaction, je vais essayer d'arranger un peu les choses. » Et puis, tu dis au client « Voilà, j'ai déjà contacté le journaliste. On va faire un rendez-vous. On va peut-être essayer de tourner un peu le truc, qu'ils comprennent mieux les tenants et aboutissants, voilà, et qu'ils ont pas juste ce côté crise et négatif. » Et ouais, et donc là j'ai appris, ça a pas été tous les jours facile, surtout quand on te dit voilà, c'est la crise, toi t'appelles un tel, moi j'appelle un tel, et donc tu dois prendre ton téléphone, tu dois appeler un journaliste et lui dire qu'en fait c'est pas juste, que la voix la société pour laquelle tu bosses, on n'a pas son point de vue et son opinion par rapport à la crise, tu vois. Donc c'est très et c'est délicat, il faut essayer de faire ça de façon, faut pas vexer la personne et dire tu fais mal ton job. Il faut lui dire écoute, factuellement, il y a des choses qui sont pas justes, il faudrait corriger, il faudrait ajouter aussi voilà, c'est comme un procès si tu veux, il y a deux parties, les deux parties doivent être entendues. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris en agence et ça, il faut pas passer des années en agence. Il faut le faire parce que ça te drille, parce que tu as fait finalement le sale boulot, entre guillemets, et quand tu seras PR manager, tu sauras par quoi ton agence passe et tu auras plus, du coup, de contrôle, de compréhension et tu pourras aussi mieux les challenger. Ok, combien de temps en agence t'as fait ? 1 an et demi. Et ensuite, tu quittes pour une nouvelle expérience ? Je quitte pour enfin un poste de manager relations publiques chez Planète Parfum, qui venait d'être racheté à l'époque. Donc moi, quand j'ai fait les entretiens, j'étais super emballée. Je dis en plus, j'avais aussi, dans l'expérience en agence, j'avais compris que si tu étais une entreprise belge, c'était facile. Enfin, c'était plus facile que si tu étais une entreprise étrangère parce que les journalistes sont plus enclins à parler de toi et sont plus ouverts quand c'est local. Oui. C'est normal. Il y a de la place aussi pour les sociétés internationales, mais forcément, les locaux, c'est priorité aux petites entreprises locales, etc. Et donc, j'étais là, super, Planète Parfum, c'est belge, je vais pouvoir un peu faire de tout, je vais pouvoir faire du corporate parce que c'est belge, expliquer tous les aspects économiques du marché, du retail, donc du commerce. Et puis, le côté lifestyle avec la parfumerie, la cosmétique, des trucs que j'aimais bien. Mais voilà, j'ai commencé et en fait, on venait d'être racheté par une société familiale française, donc zut. J'ai vu un peu mes plans s'effondrer, mais j'ai quand même pu faire tout le côté lifestyle, ça je l'ai fait. Et à ce moment-là, c'était aussi le moment où les influenceurs, là, c'était l'avènement, il fallait commencer à le faire. Si tu le faisais pas encore, fallait le faire parce que ça boomait de fou. Alors que dans les expériences précédentes, c'était encore un peu anecdotique. Si tu veux, le Wear Waters, il y avait des blogueurs, il y avait pas encore, il y avait déjà Instagram, mais il y avait pas d'Instagrammeur vraiment. T'es quelqu'un de toi très girly, très
dans le wellness et tout ça, que Ouais. tu pars sur Planète Parfum avec les produits, les coffrets, tout ça, en mettre en avant, c'est vrai que ça te parle. Ouais. Connaître, en plus, l'aspect multimarque, si tu veux, c'était que j'étais C'est pas... vrai. Tu sais, quand t'es PR pour un Dior ou un Guerlain, Ouais. tu connais ta marque de A à Z, t'as ton historique, d'où ça vient, le côté scientifique et tout. Chez Planète Parfum, non, parce que tu peux pas savoir tout sur toutes les marques. Tout à fait. Et donc, du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que tu peux jamais être spécialisée dans un truc, tu peux pas être l'ambassadrice de ta marque, parce que tu représentes plein de marques, finalement. Mais c'est un côté ouais, c'était chouette, et moi j'ai toujours été ouais, voilà, j'aime bien être apprêtée, j'aime bien avoir mes ongles, tout ça, ce côté superficiel, parfois on me dit voilà, ça fait partie de qui je suis, on va pas se mentir. Donc j'étais bien dans ce poste, je me reconnaissais, je faisais des chouettes trucs, j'ai fait des festivals où on avait des petites activations, donc c'est vrai que j'avais aussi un côté événementiel à ce job que j'aimais bien. Mais le Covid est arrivé. Et là, ça a rabattu les cartes, clairement. Le PR, ça reste un média d'image. Hein. C'est pas, t'as un article, du coup, t'as 1000 ventes derrière. Oui, ça drive les ventes, mais c'est pas comme le digital où tu mets un code promo et tu peux mesurer combien. Donc c'est un des premiers trucs. Déjà, le marketing, ça a été beaucoup coupé, mais alors le PR, c'était le dernier truc dont on se souciait, quoi. Genre, oui, j'ai fait je me souviens un truc avec une journaliste sur sur les masques, tu vois, qu'est-ce que tu pouvais mettre pour pas irriter ta peau et tout, mais voilà, on va pas parler les de ça masques tous les de jours. protection, je pensais les masques de beauté, non, mais les masques bleus qu'on a. Ouais, voilà, vu, c'était ça, revu. c'était genre comment se maquiller, faire exploser le regard, enfin des trucs futiles. Mais à ce moment-là, c'est aussi des trucs qu'on avait besoin. On avait marre d'entendre tous ces trucs de confinement. Mais donc tout le côté événement est tombé à l'eau. Et c'est vrai qu'avant le Covid, typiquement, tu faisais un événement, les gens, ils avaient envie de venir à l'événement, ils avaient envie d'être vus. Et après le Covid, ça a été différent. Et puis, le métier avec l'influence a changé aussi. Il y a eu beaucoup plus de partenariats rémunérés. Et donc, maintenant, une marque, tu fais pas un événement et t'invites pas des gens et tu dis, j'espère qu'ils vont venir, ils viendront pas. Oui. En gros, soit tu as déjà travaillé avec eux. Oui, ils viennent un peu par reconnaissance. Voilà, c'est ça. Mais tu t'invites pas des gens comme ça, en mode, t'envoies pas des mails, je t'invite à mon événement, ça va être un super événement, viens. Non, ils viennent pas. Oui. Voilà. Tu rentres quand chez Nespresso ? Je rentre quand chez Nespresso ? Je rentre après mon congé mat. Donc, je fais mon congé mat chez Planète Parfum. Il faut savoir que je pars en congé maternité. Il y a le rebranding. Donc, Planète Parfum devient April. Ouais, il y a encore des enseignes Planète Parfum, hein, mais et le nom April n'est pas encore super. Et d'ailleurs, bon, de toute façon, Planète Parfum, il y a plein de gens qui confondent avec Cyber Excel. Tu sais, voilà, on te dit oui, c'est le Sephora belge, quoi. Oui. Donc déjà là, l'image de marque, elle est pas très installée. Donc je pars, je sais qu'il y a le rebranding qui arrive, je bosse pas dessus forcément. Et je suis remplacée, mais j'entends que ma remplaçante n'est pas restée. Donc je sais déjà, pendant mon congé mat, oh là là, ça pue. Je vais revenir, ça va être le bordel. Donc je vais arriver dans un nouvel environnement, tout aura changé. Donc j'ai un peu de l'anxiété, j'ai aussi, je suis maman, tout a changé, j'ai moins de sommeil et machin. Donc je me dis, avant le retour, je me dis, oh là là, ça va être sport. Mais je reviens et je pense que je tiens 3 semaines. je reste 3 semaines parce que je reviens, c'est mon job, tout est en pagaille, je retrouve rien. Tu reviens, voilà, il faut que ça tourne de nouveau, t'es de retour, il faut que ça tourne. C'est souvent le cas quand on rentre nos congés mat, on s'attend à ce qu'on soit. Ouais. Donc je suis super accueillie par mes collègues. Ça, c'est vrai que j'avais une équipe là-bas, on en est encore en contact, on est super. Et donc là, j'arrive, j'ai des petits ballons, des petits chocolats, je me dis, ça fait plaisir. Mais niveau professionnel management, c'est le néant, quoi. Je me dis, mais wow, non. Et en fait, je perds pied rapidement. Au bout de 3 semaines, je dis non, c'est pas possible. Je suis arrêtée et je ne suis jamais retournée. Parce que j'ai aussi réalisé que c'était pas... Je n'avais plus envie de ça. Après le Covid, j'ai remis plein de choses en question. Je suis devenue maman. J'étais là, en fait, non. Moi, ce côté... je sais pas, j'ai pas envie de dire futile, mais j'avais envie d'autre chose. Je ne retrouvais plus, ouais. Ouais, je m'y retrouvais plus du tout.
tu sors de ton congé mat, tu veux dire, t'es en plein postpartum, tu trouves quand même l'énergie pour postuler ailleurs, pour regarder les offres? Non, enfin oui et non. Je regarde, mais en fait, Nespresso, il m'avait contacté en janvier. Ok. J'étais en congé mat. Ah. Et j'avais été contactée par quelqu'un en Suisse parce que Nespresso est suisse et donc le head office est en Suisse. Et il m'avait contacté pour un poste de PR manager et donc ça m'avait intéressée. Donc j'avais fait l'entretien RH là, les tout débuts. J'avais un peu indiqué voilà ce que j'aimerais bien niveau salarial, etc. Et puis je pense qu'en fait parallèlement à ce qui se passe en Suisse, au local, ils avaient déjà fait des entretiens et donc en fait ils ont, la Suisse m'a rappelé en disant écoute, en fait ils ont pourvu le poste genre quelques jours après notre entretien. Donc, en fait, on va pas encore aller refaire d'autres entretiens. Ils ont trouvé quelqu'un pour le poste. Donc, j'ai dit, bon, ok, fine. Mais je m'étais déjà dit, bah, c'est cool qu'on m'ait contacté, quoi, tu vois. Ça c'est. Et puis, à cette période, je suis à la maison, je commence un peu à regarder et tout. Je vois quelques offres. D'ailleurs, il y avait une offre chez un des clients que j'avais géré à l'agence à l'époque. Donc, là où j'étais aussi, aller très loin dans le processus. Et puis, et finalement, ils ont même personne pris au poste parce qu'ils voulaient quelqu'un en Hollande finalement. Donc, moi, j'avais fait tout le processus pour rien. Et je revois le poste de PR chez Nespresso. Je le revois popper et je me dis, bon, bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne c'est désisté, est partie après quelques semaines, ou quelques mois? Ouais, je sais pas. Donc, je me dis, bon, moi, j'ai déjà fait une partie du truc, en fait. Donc, je vais postuler. Donc, je postule, on me rappelle. Ça se passe très vite, genre j'enchaîne les entretiens, je vois le CEO le lendemain de la certification B Corp. On a un très bon feeling parce que le poste faisait aussi que j'allais devoir travailler main dans la main avec le CEO pour tout ce qui était interview, speaking opportunity, on dit. Donc, tu vois, aller parler dans des talks, etc., des panels. Et donc là, c'était aussi mon rôle, ça allait être mon rôle de l'accompagner, de le préparer, etc. Donc, c'était important que je le vois, que je le rencontre et qu'on ait un bon feeling. Je vais y aller à la cool et je vais lui dire, voilà, moi, c'est un poste de PR. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit peu ce truc... toi, t'es CEO et moi, je suis journaliste. Et je te on fait des échanges, je te pose des questions. Et le pire, c'est qu'il m'a posé plein de questions. J'ai répondu. On a eu des échanges, super cool. Et à la fin, il me dit, est-ce que tu as des questions? Je dis non. Il me fait, c'est bizarre pour une journaliste. Et je dis, ouais, mais non, mais donc c'était assez. Je me suis dit, oui, moi je lui ai dit, je vais jouer la journaliste et je pose aucune question, mais c'est pas possible. Donc c'était une note rigolote, mais j'avais eu un bon feeling. Ouais. Et c'est vrai que le lendemain, ils m'ont rappelé en disant, voilà, tout s'est bien passé, tous les signaux sont ouverts, tu as le job, donc si tu veux venir, ouais. Dingue. Et du coup, parallèlement, j'étais toujours à la maison. On a eu plein de misère aussi avec le petit parce qu'il était chez une gardienne qui nous a lâchés. Donc heureusement finalement que j'étais à la maison parce que c'était un enfer en fait. Ce côté maternité postpartum, ça se passait pas super bien. Donc j'avais déjà plus ce stress d'un boulot. Et là, tout s'est éclairci et j'ai commencé le 1er mai. Le 31 mai. Donc, je suis restée au total 2 mois à la maison. 2 mois, mais ça m'a permis aussi de faire un break. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais enchaîné tous ces jobs-là que j'avais fait, je les avais tous enchaînés sans prendre de congé, même entre. Enfin, tu vois, en fait, et je me disais, à un moment, il faut souffler, tu tournes une page, tu commences un nouveau chapitre. Enfin, il faut prendre le temps, quoi. Donc j'ai été arrêtée jusqu'au moment où j'ai commencé chez Nespresso. Et donc, ça fait combien de temps que tu es chez Nespresso maintenant? Ça fera 3 ans en mai. C'est ça. Mais l'année prochaine. Ouais. Donc, tu es PR et e-PR pour Nespresso Benelux. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien pour toi? C'est quoi une journée type? C'est quoi tes principaux défis et tes responsabilités? Il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a plutôt, parce qu'en fait, c'est des projets c'est pas des projets quotidiens, c'est plus sur du long terme. Donc, tu vas avoir un communiqué de presse, on le prépare, on l'envoie, il y a les retombées, et puis hop, on passe à la prochaine campagne. Ça, c'est le côté, relations presse. Donc, comme je te dis, avec les journalistes lifestyle et les journalistes corporate, c'est principalement, des annonces qu'on fait. Et ça, je suis aidée avec 2 agences. Une corporate et une lifestyle. Et puis, il y a le e-PR. Donc, c'est un peu, si tu veux, pour faire simple, tu as le commerce et l'e-commerce. Ici, tu as PR et e-PR. Donc, c'est tout ce qui se passe en ligne avec les influenceurs et les créateurs de contenu.
Et là, c'est de trouver les bons créateurs de contenu pour parler de la marque. Et mon rôle, c'est d'assurer vraiment l'image de marque à l'extérieur, en externe, dans les prises de parole, dans les déclarations, dans les communiqués de presse. Voilà, quand il y a des annonces à faire, on les fait. Quand il y a des interviews, voilà, c'est préparer les entretiens. Donc voilà. En gros, c'est ça mon job. Vous avez un calendrier comme ça sur l'année avec des événements marquants que vous devez couvrir. Donc, vous avez une vue quand même sur du long terme, on va dire. Ouais. Et on dépend aussi beaucoup de la Suisse. Donc, si tu veux, les plans, c'est un peu comme les marques, les maisons cosmétiques et parfumeries. Généralement, ça se passe à Paris. T'as les plans annuels, t'as la collection summer, été, la collection fin d'année. Ça, c'est les grands moments, je dirais. Et puis après, tu as des annonces. Ici, en septembre, c'était les capsules compostables à domicile qui sont sorties. Donc, il a fallu... on a fait un petit événement pour introduire ça aux journalistes, à la presse. On n'a pas joué ce côté-là sur l'influence parce que je trouvais pas ça très pertinent. Et donc je viens un peu au rythme, si tu veux, des plans qui sont décidés en Suisse. Et puis localement, effectivement, quand il y a des trucs, on fait des plans locaux aussi, mais principalement, c'est de la localisation de plans globaux. Mmh. Nespresso, c'est une marque emblématique. Je pense que tout le monde la connaît. Quels sont pour toi les piliers qui définissent son succès ? Alors comme tu dis, c'est une marque emblématique, je dirais même iconique. Ça fait 30 ans que ça existe. Ça existait avant les pads, parce que souvent en Belgique, on se dit oui, Senseo. En fait, ça existait déjà avant. Ça a été créé en 1986 par un ingénieur. C'est assez rigolo l'histoire qu'il y a derrière parce que il était en vacances avec sa femme à Rome, en Italie, et il a goûté forcément les espressos noirs, bien corsés et tout. Et il est rentré chez lui, il s'est dit mais moi j'aimerais bien avoir ça chez moi, j'aimerais bien un truc facile à la maison. Et il a commencé à bosser là-dessus, et c'est comme ça que Nespresso est né, si tu veux. Et quand on dit marque aussi iconique, je te le confirme, on fait beaucoup d'études on a beaucoup d'insights, etc. sur la marque. 95% des Belges, si pas de la population même plus globale mondiale, c'est ce que c'est Nespresso. Donc tu vas dans la rue, tu dis est-ce que tu connais Nespresso ? Oui. 95% disent oui. Comment vous avez réussi ça, ce pari-là, être connu de tous ? Je pense parce que c'est bien installé. Enfin, je veux dire, le café, c'est la boisson. C'est une des boissons les plus consommées dans le monde. Donc déjà, c'est quelque chose qui est dans beaucoup de maisons. Alors, il y a beaucoup de systèmes, il n'y a pas que Nespresso, mais déjà ça. Et donc, c'est une marque aussi qui... je pense que George Clooney a aussi forcément contribué à cette notoriété, on va pas se mentir. D'ailleurs, quand je dis que je travaille chez Nespresso, la plupart du temps, les gens ils me disent « T'as déjà rencontré George Clooney ?» Non, je n'ai pas rencontré George Clooney. Il faut savoir que George Clooney, il va pas dans les pays, dans les bureaux rencontrer les gens. C'est un acteur, c'est un producteur, réalisateur. Enfin, il fait tellement de trucs. En plus, il est super engagé niveau humain, politique et tout. Il a des fortes convictions. Donc, il a autre chose à faire. Donc, oui, il y a ce côté ambassadeur de Nespresso et il est même très actif. Il fait partie d'un board de durabilité chez Nespresso. Mais c'est pas que ça. Mais ça a donné un boost énorme. Et puis, à ce côté, malheureusement, c'est une grande boîte. Donc, ça a aussi été un peu victime, tu sais, oui, les grandes boîtes, c'est le démon, c'est horrible. Voilà, donc ça aussi, ce côté, le café en capsule, c'est vrai que c'est un challenge. On va pas se mentir, ça fait partie de mon boulot d'expliquer pourquoi on fait ça, comment on le fait, et d'un peu... les gens ont beaucoup de jugements, tu vois, ils s'arrêtent. Les mythes... Ça a parfois la dent dure et t'entends des trucs, etc. Et en fait, c'est comme pour tout. Si tu t'informes pas et si tu te renseignes pas, c'est facile de croire tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, Je pense que si tu veux maîtriser un sujet, il faut t'informer. Et on le voit, les gens qui se renseignent, qui s'informent, tout de suite, c'est une autre approche quand tu prends le temps d'expliquer et que tu as le temps. J'ai pas toujours malheureusement le temps d'expliquer tous les tenants et aboutissants de ce qu'on fait et le recyclage par exemple, et qu'en fait finalement l'emballage ça représente un pourcentage infime de l'empreinte carbone d'une tasse de café. C'est ce qui se passe dans les cultures à la base, c'est ça qui prend le plus qui émet le plus
qui fait le plus d'émissions carbone, si tu veux, eh ben là, tout de suite, les regards changent. Et je savais pas, parce que si tu regardes, tu vas te faire un café avec une Nespresso, tu vas utiliser plus ou moins 5 grammes de café. Tu vas faire ça avec un full automate. Donc là, les grains qui sont très tendance d'ailleurs maintenant, tu as besoin parfois jusque 19 grammes de café, c'est-à-dire 4 fois plus. Quand tu sais que toutes les émissions, elles sont au niveau du café à l'origine, c'est fou. Tu te dis qu'en fait, tu utilises une ressource super précieuse qui a tendance à devenir rare parce qu'avec les changements climatiques, le café, il est victime de tous ces changements. Ben, tu dis, ouais, en fait, cette perception de capsules, de portions, c'est pas... Il y a des études qui l'ont démontré et pas forcément des études que nous, on a payées. Oui, il y en a. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu payes une étude que tu veux avoir le résultat. Ça, c'est aussi une espèce de croyance, genre, oui, mais vous avez payé cette étude. Enfin, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas demander au gouvernement de la payer. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est moi qui ai envie de savoir quel est l'impact de ma tasse de café. Après, les résultats, t'y crois pas. Ce sont des bureaux externes. Voilà, ça répond à des normes. Voilà. Donc, après, c'est des discussions que j'ai, mais il y a des gens avec qui ça sert même à rien de les avoir, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Les gens qui veulent pas être convaincus, mais c'est pour tout, je pense. Tu peux te débattre avec quelqu'un qui n'a pas envie de changer d'avis, tu vas pas dans le mur. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour Nespresso que tu pourrais nous partager? Comment dire? Pas trop il y a aussi il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles, sous embargo, voilà, etc. Oui. Moi, je pense que s'il y a bien un truc que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que voilà, le café, c'est rare. Enfin, ça devient rare. C'est une ressource super. On l'appelle l'or noir parfois. Et surtout le café de spécialité, donc de qualité, et celui que nous on exige pour Nespresso, il doit répondre à des tas de critères. Je pense qu'il y a plus de 70 contrôles dans la chaîne, donc et il faut le préserver. Et il faut que les mentalités changent et qu'on se dise pas, grosse entreprise. Non, grosse entreprise, gros impact. Je veux dire, à partir du moment où une grosse entreprise prend ses responsabilités, fait les choses bien, ou en tout cas fait de son mieux, l'impact, il sera d'autant plus grand. Donc, moi, c'est plutôt continuer à travailler sur cette perception. On n'est pas un producteur de capsules, on n'est pas un producteur de machines, on fait du café. Voilà, il y a des machines, il y a des accessoires, mais à la base, on fait du café. On travaille avec 150 000 caféiculteurs dans le monde, dans 18 pays différents. C'est pas des fermes Nespresso. Ce sont des gens qui mènent leur ferme. Nous, on les accompagne et on leur achète leur café. Et donc ça, c'est tous des messages que j'aimerais bien plus faire passer, avoir le temps et l'opportunité et la chance de le faire, parce que souvent, comme je te dis, Nespresso, c'est genre, t'as les Georges Clooney et t'as les capsules. Mm-hmm. Et donc là, mm-hmm. Tout en maintenant aussi cette image de marque premium, lifestyle, parce qu'il n'y a pas que la durabilité, il y a aussi ce truc de on fait des jolies choses, on fait des bonnes choses, cette expertise café aussi que j'ai envie de mettre en avant. Pour finir avec vraiment l'entreprise Nespresso, quelle est la culture du well-being chez Nespresso? Est-ce que pour recruter des talents, par exemple, chez vous, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? C'est une entreprise, en fait, je vais être honnête, il n'y a pas un seul jour depuis que je travaille chez Nespresso où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc où je rentre chez moi, où je me dis, mais ça me saoule, j'en peux plus, ma manager est nulle, non. Alors que ça, j'ai eu presque partout ailleurs. Et c'est un peu symptomatique. Je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça et ça, c'est horrible. Et j'ai envie de dire, partez. Et il y a encore des boîtes, il y en a malheureusement pas beaucoup, où il y a une culture d'entreprise, où on fait attention à qui on engage, parce que être manager, ça s'improvise pas. Quand tu gères des équipes, il faut avoir ce côté humain. Et malheureusement, il manque chez plein de gens ce côté humain. Donc tu manages, tu gères, tu machin. Il faut care aussi pour les gens. Et moi, c'est un truc que j'avais déjà un peu, je m'étais renseignée. Je voulais pas me tromper, donc je voulais pas retomber dans un truc malsain et tout. Mais j'ai été étonnée et je reste encore étonnée. Et il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais je veux dire, le bien-être ici, il est essentiel, et il est même essentiel jusqu'à un bête exemple.
il y a pas longtemps, genre j'entends un fournisseur qui a eu, ou il y a un livreur qui a eu un accident de la route ou je ne sais pas quoi. Et une collègue qui me dit, ah ben donc on va envoyer un mail pour s'assurer que tout se passe bien, son rétablissement et tout. Et je dis, ben quoi Elle me dit, ah, oui, c'est une politique qu'on a, voilà, on care pour nos fournisseurs. Donc, voilà. Et donc, ouais, j'étais là, ah bon, jusque-là, parce que déjà, les gens dans la boîte, c'est une chose, mais si tu commences à justement t'inquiéter pour tous tes fournisseurs et veiller, enfin, et là, je me suis rendu compte du niveau de contrôle, de gestion, voilà. Donc, je reste positivement étonnée chaque jour et voilà. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de me lever le matin et que le boulot, ça a jamais été un problème. Le problème, c'est Liam qui se réveille de mauvaise humeur. Mais parlons-en justement. Comment tu arrives à jongler entre la parentalité et tu es quelqu'un d'ambitieux, ça se sent, tu es animé par ton travail, tu aimes ce que tu fais. Comment tu arrives à tout gérer, si je puis dire? Est-ce que je gère tout? Je sais pas. Il y a des jours où je gère, il y a des jours où je gère pas du tout. Il y a des jours où je me vois, je me fais, ouh là là, mais qui est cette personne? Je pense que, effectivement, comme on le dit, une entreprise où il y a une bonne culture du bien-être et un respect mutuel, ça facilite les choses. D'autre part, j'ai aussi une famille qui est j'ai une famille proche qui est là pour nous aider avec Liam. Donc, qui est ça aide. présente. On va pas se mentir. Si je vais tout gérer et que j'étais dans un environnement toxique au travail, non, je serais pas à mon avis où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai appris aussi que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça, tout le monde le sait. C'est les montagnes russes. Et là où on se dit toujours, ah ouais, je vais grimper, je vais trop... En fait, moi, j'ai arrêté de viser ce sommet-là. Ça m'intéresse plus parce que une fois que tu es au sommet, il y a toujours un moment où tu vas redescendre. Et tu redescends du coup de beaucoup plus haut et tu redescends beaucoup plus bas. Donc moi, j'ai ce truc, genre, il y a des hauts et des bas, il y a l'équilibre entre. Et moi, c'est là où je veux être, en fait. Donc, je veux pas être au sommet de ma forme, de ma carrière, de tout. Je veux pas être tout à fait down non plus. Moi, je veux juste être équilibré, genre sous contrôle. Ok, ça c'est l'endroit où je me sens le mieux, moi. Et ça se concrétise par quoi? Par des horaires plus flexibles, Ouais, j'ai des horaires assez flexibles. On me regarde pas où tu es, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars. Parce qu'en fait, quand tu délivres, et c'est ça le truc avec les managers, c'est, j'ai envie de dire, quand les gens ils font leur taf, qu'il n'y a rien à redire sur le taf, pourquoi aller s'enquiquiner avec oh, mais elle arrive à 9h35, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Et après, du côté privé, c'est vrai que le temps pour soi, c'est important. Et donc, je me mets du temps pour moi, avec mon compagnon aussi. On a parfois une organisation que les gens nous disent, oula, c'est quoi ce truc? Parce qu'en fait, si tu veux, on a un peu des chiffres, donc genre, il y a des matinées, c'est mon compagnon qui s'occupe de Liam tout du long, et des soirs aussi. Et en fait, on alterne comme ça. Ce qui fait que quand c'est l'un qui s'occupe de Liam, l'autre, il a aucun stress, il doit pas s'occuper de rien. Tu vois, on fait pas les choses à deux, on fait chacun comme ça. En tout cas, la semaine, c'est comme ça qu'on s'organise. Ce qui fait que, par exemple, ce matin, c'est moi qui m'occupais de Liam, donc j'ai fait tout, on a mangé, j'ai habillé, on a été à l'école, j'ai déposé. Et ce soir, par contre, c'est plus mon truc. Enfin, soit je vais au sport, parfois je suis à la maison et je passe du temps avec eux, mais sinon je sais que ça va être un moment où je vais m'occuper de rien, le repas je m'en occupe pas, voilà, chacun son truc. Et ça, c'est vrai que depuis qu'on a instauré ça, ça marche plutôt bien. Et donc il n'y a pas de moment où je me dis oula, je me sens dépassée ou Mais c'est surtout que quand t'es à deux, en fait, tu t'épuises. Même si tu dis, ah ben donne-lui à manger, moi je vais lui donner le bain, en fait, tu t'épuises. Tout le monde s'épuise. Tandis que, et si tu le fais tout seul, tu t'épuises aussi forcément. Mais je veux dire, voilà, tu sais que tu vas rentrer dans ce truc, que tu dois gérer, que tu dois lui donner à manger, faire le bain, tchic-tchac. Et c'est comme ça, c'est la routine. Et une fois que c'est passé, t'es là, ouf. Parce que je me dis, ah, demain matin, ce sera pas moi. Demain matin, je devrais pas me soucier de tout ça. Et comme tu dis, hein, le cerveau, de toute façon, il se met jamais en off. Donc, je suis quand même toujours un peu... genre, les repas, il y a le petit Tupperware qui est prêt, tu vois. Mais je veux dire... ouais, ça nous a fait du bien. Je pense que ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau, ou en tout cas, de pas aller dans les profondeurs. Oui. Et puis, on a de la famille aussi. Donc là, moi,
Je suis ambitieuse, mais par contre, quand c'est pour me fixer des trucs avec mon fils en mode genre je vais gérer, je suis une super mom, non. En fait, je sais que je suis fragile, que je peux avoir des moments où je pète un câble. Et à ce moment-là, j'appelle à l'aide. J'essaye pas de faire je ne sais quoi, de faire super mama, non. Je demande, j'appelle ma sœur, je dis please, viens m'aider, je ne peux plus. Donc ouais, moi, pour ça, en tout cas, j'appelle vite à l'aide. Au boulot, j'appelle moins vite à l'aide parce que ça, tu te mets dans une position genre, oh là là, elle est dépassée. Mais dans le privé avec Liam, j'hésite pas, quoi. Et pour la nuit, pareil, vous faites des shifts? Ah, maintenant, il a 3 ans, peut-être qu'il dort bien. Ouais, là, il dort bien. Ça dort bien à un moment donné. Mais non, on faisait pas vraiment de shift parce que j'ai allaité. Et j'ai allaité très longtemps, trop longtemps, je pense. Combien de temps? Jusqu'à ces 6 mois. Ouais, ça va. Ouais, mais c'était pas facile en fait. Ouais, ça je peux dire. Ça va, je l'allaitais bien, mais par contre, je n'arrivais pas à tirer mon lait. Et moi, j'étais obsessionnelle. Je voulais faire des réserves de lait, tu sais, genre un stock, comme ça, je peux aller au resto et tout. Et donc, je me mettais une pression dingue et je tirais mon lait. J'avais 10 millilitres. Ouais, moi je mettais un de mes enfants au sein, enfin le nourrisson au sein, et je tirais dans l'autre, ça marchait bien. Parce qu'on dit sinon regarder une vidéo, une photo, quoi, moi ça n'a jamais marché. Et en plus le pire, si tu fais des stocks, et en fait le lait que tu as stocké depuis 4 mois, il est plus bon pour ton bébé, ton bambin qui a grandi, donc. Ouais. Pression. Clair. Et en fait, du coup, tu es dans ce truc, dans cette spirale, et je crois que ça m'a pas aidé. Je crois que ça a aussi était une des raisons pour laquelle à un moment je me suis dit j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, c'est quoi ça, moi j'ai pas signé pour ça, je voulais pas ça. Et donc les nuits, ouais, forcément, comme j'allaitais, c'était pour ma pomme. Mais après mon compagnon, enfin Charles, c'est un super papa, je sais qu'il va pas, il est très il m'a dit je sais pas ce que tu vas dire, mais ouais, c'est très. Il veut que je dise qu'il est présent, mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus qu'être présent, c'est qu'il assume ses responsabilités et il a un peu de mal avec ça, mais c'est ça. Quand t'es père, t'as des responsabilités, il les assume. Je trouve que c'est beau de dire que quelqu'un assume ses responsabilités. Je vois pas pourquoi c'est négatif. Votre envie d'enfant, elle était là depuis toujours? Vous êtes ensemble depuis longtemps, hein, Charles et toi? Ouais, 12, 13 ans. Ouais. Et l'enfant, ça faisait toujours partie de vos plans? Non. Non. D'ailleurs, on a eu tellement de pression sociale autour de nous. Et vous, c'est pour quand, etc. Parce que oui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Il m'a 3 ans, donc on s'y est mis sur le tard. Et encore, on était très bien à deux. On a profité de la vie, on a voyagé avant le Covid, forcément. Voilà. On aimait se faire plaisir. Voilà, on se comment on dit ça? On se suffisait à nous-mêmes, ouais. Et puis il y a eu le Covid, et c'est vrai que là, quand on a eu moins de liberté, moins de trucs, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais on se disait bon bah ouais, finalement faisons un baby. Ouais, quand tu peux plus faire tout ça, c'est un peu ennuyant finalement, tu vois, genre c'est sympa les soirées Monopoly là, mais voilà, pourquoi pas. Et en fait, à partir de là, on s'est dit voilà, ça vient pas, on est prêt à accueillir quelqu'un. Si on reste à deux, on reste à deux. Si il y a quelque chose qui se fait, qu'il y a un petit enfant qui se met, ouais, on va l'accueillir. Et c'est un peu tout naturellement comme ça que Liam est arrivé, en fait. Et l'état de grossesse, comment tu t'es sentie? Tu as aimé être enceinte? Avec le recul, j'ai envie de dire que c'était ok. Mais quand j'y repense vraiment, je me dis mais c'était horrible. Genre le premier trimestre, j'étais malade, je vomissais du matin au soir, je mangeais des cracottes là. En fait, mon quotidien, comme il y avait le Covid et que j'étais au chômage économique en plus, je me levais, je mangeais ma tartine de pain grillé et j'attendais dans le fauteuil que ça remonte. Voilà. Ouais. Vomissement donc pendant le trimestre. Et surtout le soir. On dit toujours les nausées matinales. Ouais, ça c'est moi, c'était le soir, c'était horrible. 5 mois, ça a duré ce truc. Ah non. Et en fait, au début, j'avais rien. Le premier mois, j'ai rien eu et je me vois encore. J'avais une collègue avec qui j'étais super proche et je lui avais dit à elle. C'est la première personne à qui j'avais annoncé que j'étais enceinte. Et je me vois encore lui dire en plus, je me sens trop bien, j'ai pas de nausées, c'est royal. Le lendemain. Genre, j'aurais mieux fait de me taire. Le lendemain, je dis, je suis pas bien. On était partis dans les Ardennes se balader, il y avait de la neige avec ma sœur. On se promène et tout. Elle savait? Elle savait ou pas? Ouais, je lui avais annoncé aussi. Okay. Je dis, c'est raisin, ça passe pas, je sais pas, c'est quoi ce truc, ou c'est ce sandwich. Enfin, il y a un truc qui passe pas. Et le lendemain, j'ai vomi, ça s'est plus jamais arrêté pendant 5 mois. Quelle horreur. Ouais. T'avais pris du poids durant ta grossesse? Au début, non, j'en ai même perdu.
après quand c'est ça. Et puis, c'est vrai que j'ai eu un médicament, Navalite. Toutes les nanas qui souffrent de ça ou qui un jour seront enceintes et commenceront à avoir des nausées, prenez Navalite. Genre, si j'avais connu ce truc avant, dès les premières nausées, j'aurais pris ça. Ça te coupe bon, après, c'est pas donné, mais à ce moment-là, t'es tellement loin que tu étais prêt à payer 100 € le cachet, quoi. Et ouais, après, j'ai pris du poids, mon corps a changé et j'avais toujours eu, moi j'étais une fan de sport et tout, donc là aussi j'ai dû me restreindre, je pouvais plus faire ce sport, j'avais peur, j'étais là, oh mon Dieu, mais je vais déformer, c'était vraiment une source d'anxiété. Mon corps changeait et tout, puis sur la fin ça devenait lourd, c'est toujours très lourd. Et puis les dernières semaines, c'était, j'avais envie qu'ils viennent, quoi. J'étais là, quand c'est le premier, tu t'ennuies un peu, quoi. T'es là, bon, ben, qu'est-ce que je peux encore nettoyer, qu'est-ce que je peux encore ranger, organiser. En plus, il est né après terme, donc... Naturellement ou déclenchement ? Déclenchement. Ça a été l'accouchement ? C'était douloureux. Bah, après, j'ai pas de point de comparaison. Donc voilà. Mais moi, en fait, à ce moment-là, je voulais juste qu'ils viennent. Hein. J'ai été faire un énième monitoring à l'hôpital. J'ai fait une crise d'angoisse. J'en pouvais plus de ces élastiques, ces trucs, ces machins, ce rideau, ce masque. J'étais là, genre, il faut qu'il vienne là. Il va être, en plus, du coup, dans ma tête, complètement débile. Je pensais qu'il allait peser 5 kilos. J'étais là, chaque jour qu'il passe, il prend 1 kilo. La sage-femme, en plus, me dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais vraiment désagréable. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Je dis, mais je me sens pas bien, j'en peux plus, je m'ennuie. Elle me fait, ah, ça, on me l'avait jamais dit. Vous vous ennuyez? Je dis, oui, je sais plus quoi faire. Je veux que mon enfant soit là. Je l'attends depuis 9 mois. J'ai souffert le martyre. J'ai été malade et tout. Mon corps, il est déformé. Maintenant, il faut qu'il vienne, quoi. Et je me rappelle, j'étais un peu dehors soufflée et tout. Je suis remontée, la gynéco était là. Elle me dit, on va vous déclencher. Hein. C'est le plus possible. Je pense qu'on va vous déclencher parce que ça, vous allez pas tenir. Et je dis, ouais, non, là, je suis prête à tout, quoi. Qui vienne. Et on m'a déclenché le soir même. Et ouais, mais douloureux, mais en fait, les déclenchements, j'ai entendu, c'est vraiment quand ça commence, c'est 10, quoi. C'est 0 à 10. T'as pas ce truc de graduel et tu sens que ça... Non, en fait, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, oh, les vagues, là, c'est pas des vagues, là, c'est un tsunami. Je me rappelle, je m'accrochais à ce truc en mode genre... Et à un moment, je dis, je vais appeler. Donc là, j'appelle, ils me font, ah oui, vous êtes à 4. Parce qu'en fait, je suis restée à 1, genre, pendant des heures. Et puis, ah, vous êtes à 4, on va appeler l'anesthésiste. Et en plus, j'ai eu la chance, parce qu'en un coup, je pense qu'on s'est toutes déclenchées au même moment. Enfin, du coup, moi, j'ai eu la péri, mais il y en a, il m'a dit, elles l'auront pas toutes, hein, donc vous avez de la chance. Donc, j'ai eu cette péri. Et puis là, j'étais, je ne sentais plus rien. Là, j'étais là, tranquille. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre, je vais devoir quand même le sortir. Donc, c'est bizarre de plus rien sentir, quoi, tu vois. Genre, j'ai poussé super longtemps. J'ai cru qu'il allait jamais sortir parce qu'en plus, je poussais et en fait, après, je soufflais et puis je faisais ça et puis il me disait, non, il repart. Ouais. Non. Finalement, il est arrivé et il faisait pas 10 kilos. Il était pas un bibendum, il était tout fin, tout long. Voilà. Et ouais, avec son papa aussi, je l'ai vu dans les bras de son papa. Je suis retombée amoureuse de son papa. J'étais là, on a fait ça ensemble. Ça ne peut que bien aller. Alors, on a parlé de ton équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment qui te ressource particulièrement? Je dirais... Ouais, en famille, c'est important, mais comme je te l'ai dit, pas que, parce qu'il faut pas s'oublier, et donc il faut des moments en couple, à 2. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Vous arrivez à trouver ça, des moments en couple? Ouais. Vous organisez pour, quoi? Ouais, en fait, je suis sûre qu'il y aura plein de jalouses, mais en gros, Liam a toujours été, enfin pas toujours, hein, je sais plus à partir de quel âge on a mis ça en place, mais il va régulièrement chez ses grands-parents dormir. Et là, il va chez sa grand-mère du côté de Charles tous les vendredis soirs. Donc, moi, tous les vendredis soirs, j'ai mon date night. Bah bon, quand je dis ça, on fait pas des folies. Hein. On va au resto, on a déjà été mais juste dormir. Juste... Oui, voilà. Juste et donc, c'est pour ça, parfois, c'est juste des soirées où on se pose dans le canapé en mode juste rien faire. Qu'est-ce qu'on fait à bouffer? Je sais pas, va chercher des chips chez le Paki. Non. Et voilà, donc ça, c'est des moments que j'adore. C'est sans mon fils, mais j'adore quand même. Les moments où je vais courir, où je vais au sport, où je prends du temps pour moi, parce qu'après, je me sens revigorée et je suis là, c'est bon, je peux tout. Je retrouve mon fils et je le vois et je suis là, genre, allez, on peut tout faire. Tu peux me péter un câble, c'est pas grave, je suis zen.
Et je me dis, c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et non, je passe pas toute ma vie avec mon fils, c'est pas le centre du monde, mais c'est malsain. Ce serait malsain de faire ça, je trouve. Ouais, faut pas s'oublier en tant que personne. Ouais. À quoi ressemble une journée idéale pour toi? Une journée où Liam se réveille de bonne humeur. Non, je dirais, une journée où où t'as pas, où tout se passe comme pas tout en haut, pas tout en bas, genre tout est normal. Moi, ça, j'arrive à trouver mon bonheur dans la normalité et dans la continuité. T'aimes ton quotidien? Ouais. On dit souvent que quand on veut, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord parce que déjà rien que pour mon parcours, je suis identifiée, etc. Mais j'ai identifié ce que je voulais. Et donc, quand on veut, encore faut-il savoir ce qu'on veut. Forcément, tu peux pas. Si t'as des ambitions, je sais pas moi, tu veux être le président des États-Unis, si t'es né en Belgique, c'est déjà mort. Donc, faut être réaliste. Voilà, faut être réaliste. Et une fois que tu as déterminé les contours de ce que tu veux, tant professionnel que personnel, alors je pense que oui, quand on veut, on peut. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite peut-être se lancer dans l'univers de la communication, du marketing, du PR? Déjà de pas se mettre en tête qu'il faut avoir fait les études pour, etc. Dans la vie, voilà, quand on a de l'ambition, quand on est un peu débrouillard, qu'on a su identifier ses points forts, parce que ça aussi, si ton truc c'est les maths et les sciences, va pas faire de la com, va faire ingénieur, je sais pas. Mais un conseil, c'est le passage en agence. Oui. Parce qu'après, ça fait les arbres. Après, t'es blindé et après, c'est toi qui gères tes agences et tu peux leur dire non, écoute, là, j'ai fait ce truc avant toi, exagère pas, tu vois, ou vice versa, tu dis ouais, je comprends, c'est pas facile, c'est pas un message facile, essaye quand même, mais tu vois, ou alors quand on te donne un devis et t'es l'agent, non. Alors là, non, j'ai travaillé, j'ai fait ce truc, non, on va revoir le budget. Ou à l'inverse, je peux avoir des bonnes surprises aussi où je me dis moi, à l'époque, on facturait plus. Donc, ouais, ça, et c'est valorisé, et c'est surtout que ça te donnera plus d'aisance aussi auprès de ton management qui va se dire, bon, elle sait faire le métier, mais en plus, elle sait gérer des agences. Parce que, Pierre, tu bosses toujours avec des agences ou des freelances, mais tu bosses là. Tu peux pas faire tout seul. Tu peux pas faire la com, contacter les journalistes, maintenir des relations avec des journalistes, c'est pas possible. D'ailleurs, pour tous les entrepreneurs qui se lancent, il y a tellement de casquettes à avoir quand tu lances un business. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu recommencerais de déléguer cette partie-là de... Attention au niveau du budget, parce que ça coûte très cher. Ouais. Donc, quand tu lances ton truc, t'as pas forcément un budget à consacrer à la com. Alors, comment faire? Est-ce qu'on devrait se focaliser sur un des réseaux et pas tous les réseaux? Est-ce qu'on devrait peut-être créer moins, faire moins de posts? Quel conseil tu recommanderais? Ouais, je pense qu'il faut faire des choix. Il faut un peu tester. Et quand tu tiens quelque chose, il faut le faire à fond. Après, c'est vrai que pour des plus petites marques où il n'y a pas de budget ou même un personal branding, toi, par exemple, toi avec ton podcast, il faut faire un peu identifier. Il faut pas juste dire, voilà, moi je vais contacter la presse. Non, tu dois un petit peu regarder. C'est pas très compliqué. Quelle serait ma cible, qui serait à même, qui a déjà parlé de profils comme le mien, qui a déjà parlé d'entreprises comme la mienne. Et après, les journalistes, ils sont pas inaccessibles. Parfois, c'est difficile de les joindre, etc. Mais une fois que tu as identifié et que tu essayes de prendre contact, en général, les gens, ils sont open, tu leur expliques un peu. Donc, non, je pense qu'il faut faire à plus petite échelle. Il faut pas viser un communiqué de presse et payer, je ne sais pas, les plateformes là qui vont envoyer ton communiqué de presse à 1000 noms. Ça sert à rien. C'est pas les 1000 personnes. Enfin, c'est pas à ta petite échelle que tu vas faire la une de tous les journaux, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pour les marques aussi. Et même chez Nespresso, c'est pas parce que j'envoie un communiqué que je suis à la première page. Non, il y a des gens qui parlent pas de nous, il y a des gens qui parlent parfois de nous, d'autres qui parlent beaucoup. Mais ceux avec qui on a déjà parlé, il y a déjà une première connexion, donc on a des échanges, etc. Donc je pense que c'est identifier ce qui marche pas, et qui est à même et le faire. Et voilà, et t'as pas besoin effectivement d'être partout. Si t'es au bon endroit, chez les bonnes personnes, auprès de la bonne audience, c'est bon. Donc plutôt passer par la presse que par les influenceurs?
Ça dépend du produit, du service, de la personne, mais les influenceurs... Ce qu'on dit de la presse, de nos jours, on dit malheureusement que les journalistes sont payés pour écrire, donc en fait... Ouais, c'est politisé aussi, et puis tu as ce côté investissement, faut pas se voiler la face. Quand tu es une marque et que tu investis en pub, ils vont toujours te dire non, il y a la grande muraille de Chine. Oui. Ouais, je l'ai vu dans tous mes jobs. Maintenant, je pense qu'aussi, c'est le facteur différenciant qui va faire que ça marche. Et c'est vrai que si tu viens avec un truc que tout le monde fait, que tout le monde machin, tu dois te différencier en quoi. Moi, ça vaut la peine qu'on parle de ce que je fais, ça vaut la peine qu'on parle de mon produit. Personal branding, t'y crois? D'incarner sa marque? Ouais. Faut se montrer, quoi, en fait. Ouais, il faut s'afficher. Ouais. Et les influenceurs, on en parlera peut-être encore maintenant, on va y mais venir. C'est pas pour tout. Comme je te disais, nous on a lancé les capsules compostables à domicile. Moi, je travaille avec 6 ambassadeurs à l'année. J'ai pas envie de leur dire t'as un jardin, tu compostes à domicile. Si je sais qu'ils ne compostent pas à domicile, donc je vais pas leur demander de composter à domicile ma capsule compostable à domicile. Ça n'a pas de sens. Donc faut aussi rester réaliste et de dire est-ce que ça a sa place? On fait pas de l'influence parce que tout le monde fait de l'influence et que c'est hype. Tu scrutes sans cesse les profils des potentiels influenceurs ambassadeurs? Ouais, moi je suis vraiment une petite fouine. Je travaille pas avec des gens parce qu'on m'a dit lui il est cool. Non, d'abord je suis la personne. Je me fais mon opinion. Je me dis ouais il y a une affinité, il y a pas d'affinité. Je regarde les stats, mais ouais, je joue le jeu en fait. Je ne laisserai jamais la carte à une agence sur ce truc-là. Je veux avoir le dernier mot. Ils peuvent me proposer des gens, mais je vais leur dire ok, d'abord je vais un peu les suivre, je vais un peu. Et encore, ça a beaucoup changé. À l'époque, il n'y avait pas des outils pour voir les stats, donc en fait, tu voyais que ce qu'on te montrait. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les followers et je scrollais et je regardais est-ce que c'est des gens réels, j'allais voir et tout. Oui, c'est pas des Indiens. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je voyais, et donc, j'étais là, non, arnaqueur. Tu vois, et parce qu'à un moment, on achetait, enfin, les influenceurs payaient pour avoir des abonnés. Ouais, ça, c'est fini quand même, toute cette ère-là, non? Enfin, en tout cas, vous avez des outils que vous pouvez voir. En tout cas, ça existe peut-être encore. Il y en a peut-être encore qui le font. J'en sais rien, mais moi, ça marche pas parce que moi, j'ai un outil qui permet de le mesurer. Après, tu peux toujours demander au profil les stats, mais il y a eu aussi cette tendance à faire du Photoshop avec tes stats. Donc, parce que tu voulais pas justement être cramé. Donc, t'envoyais des stats un peu retouchées. C'est pas très compliqué, Photoshop. Voilà. Tu trouves la bonne police, tu mets un cadre blanc, tu mets Belgique, tu mets un drapeau belge. Et bizarrement, tes 74% d'audience en Inde, ils deviennent en Belgique, tu vois. Donc ça, c'était le truc qu'il fallait un peu faire à la confiance. On était un peu à l'aveugle. Maintenant, il y a des outils qui sont parfois très chers et toutes les marques peuvent pas se le permettre. Donc là aussi, mais qui te permettent de voir beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup, et de te faire une opinion. Et voilà, moi en général, ça reste le premier truc, les stats. Donc les critères, tu peux nous dire les gros critères que tu regardes pour sélectionner un candidat, enfin un talent? Ouais, c'est les stats, comme je te dis. Donc je regarde le tool, premier truc, parce que si. Oui, en fait, si une influenceuse ou un influenceur a sa majorité d'audience basée aux États-Unis, par exemple. Enfin, peut-être aux États-Unis, ça vous touche, je sais pas. Mais en fait, nous, on est une marque internationale. Donc, de toute façon, si cette personne parle de Nespresso, mais moi, j'ai à cœur quand même de faire des choses localement. Et puis moi, je démontrer que ce que je fais a un impact sur mon marché. Je vais pas dire oui, mais attention, aux États-Unis, ça cartonne. Ils vont me dire ouais, c'est sympa, mais nous, on s'en fiche, tu vois. Donc, quand même, je regarde ça. Les stats, l'engagement. Donc, s'il y a vraiment une interaction, parce que tu peux aussi avoir quelqu'un qui a beaucoup de followers, mais il se passe rien. Il y a pas d'échange. Les gens like pas, ils commentent pas. Voilà. T'as aussi l'active audience. Donc ça veut dire, admettons, tu as 1000 followers, mais tu as une audience active de 74%, ça veut dire que les 1000, ils sont pas tous actifs. Donc ça peut être des comptes qui dorment, qui n'interagissent pas. Ça, tu vas payer entre guillemets dans le vide. Donc c'est pas intéressant non plus. Donc faut quand même que l'audience soit active, qu'il y ait une résonance locale. Donc ça, c'est pour les stats. Et puis, il y a 2 autres aspects, c'est l'affinité avec la marque. Forcément, tout le monde... faut que ce soit des coffee lovers. Moi, je vais pas demander à quelqu'un qui me dit non, moi, je bois pas de café, je bois que du thé de travailler avec nous.
Le style, l'esthétique, forcément, parce qu'on a aussi, tu connais un peu notre image de marque, ce qu'on fait, donc faut que ça matche. C'est très léché, c'est très joli, c'est très beau, c'est premium, quoi, ça donne envie. Ouais, faut que ça matche, on fait pas du téléachat, quoi. Et puis, dernier critère, mais pas des moindres, et qui est très difficile à trouver, c'est le professionnalisme. Ah, c'est fou, ça. Ouais. De nos jours, les talents, ils travaillent beaucoup avec des agents. Eux-mêmes ont des agents. Et là, c'est quoi? C'est ping-pong d'email entre... Ouais, après, les agents, je suis pas contre, je suis pas pour non plus, ça dépend un peu des cas. Et encore une fois, le professionnalisme, si tu veux, ils ont tous commencé tout seuls, de base. Cette histoire d'agents, etc., c'est assez récent. Hein. À la base, chacun menait sa barque, ils travaillaient tout seuls. Puis à un moment, forcément, quand tu grandis, tu sais plus gérer, donc tu as besoin d'aide, etc., ou même tu sais pas te vendre. C'est vrai qu'il y a aussi des profils qui sont très forts au niveau créatif, mais ils savent pas se vendre, ils savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent demander, qu'est-ce qu'ils peuvent pas demander. Et donc ce truc du professionnalisme, j'ai envie de dire que c'est très important, mais on l'a pas toujours malheureusement, donc parfois on subit un peu. Mais pour revenir au sujet agence, etc., il y a aussi une tendance ces dernières années, c'est les agences qui te proposent un pool d'influenceurs. Donc, ils te disent, moi, je travaille avec 10 profils. Et en gros, c'est vrai que c'est un peu le raccourci. Je pourrais dire, trop pratique. Moi, je vais payer une agence, je vais pas me casser la tête. J'envoie un brief à une personne et elle brief 10 personnes. Sauf que je me dis, ces 10 personnes ne sont pas forcément relevantes pour ma marque. C'est un peu le raccourci que j'ai pas envie de prendre parce que moi, je veux encore quand même sentir cette affinité individuelle avec la marque. Et donc, même si ça implique que je dois travailler avec 3 agences différentes, 2 agents, des assistants, des managers et tout, je préfère encore le faire comme ça. Tu travailles encore en direct avec l'influenceur ? Ouais, parfois. Il y en a qui bossent encore tout seuls. Et puis, même, je suis en contact principalement avec les agents, c'est vrai, mais quand on fait les shootings ou qu'on a des events, et ben là, je vois les talents. Donc là, on a des moments d'échange. Et c'est vrai que, typiquement, quand j'ai été à Cannes en mai dernier, j'ai pas été avec les agents. J'ai été moi avec les talents. Et donc là, on a créé un peu, si tu veux, une connexion. Et j'ai pas envie de leur dire, je leur pars sur WhatsApp. J'ai rien à leur dire, ils ont rien à me dire. Enfin, c'est professionnel. Mais donc, c'est vrai que si je dis, oui, est-ce que je peux t'envoyer cette nouveauté, machin? Oui, je le fais en direct. Je vais pas dire à l'agent, bon, j'aimerais bien, machin, est-ce qu'elle peut, non. Ça, je fais en direct et je privilégie encore quand même beaucoup ça parce que les agents font bien leur rôle, mais parfois, ils font des barrières et parfois, il y a aussi des mauvais managers, hein, ça existe. Il y a eu des cas comme ça où les gens sont pas alignés, où ils se parlent pas et donc où tu as l'influenceur qui me dit « Ah, tu voulais travailler avec moi, mais je savais pas. » Bah oui, j'ai contacté ton manager plusieurs fois. En fait, où, je sais pas, il y a une espèce de filtre qui se fait et ils se parlent pas bien et ils échangent pas et ouais. Ça arrive. J'imagine que tu peux pas nous parler de budget ou une fourchette. Ouais, l'influence, ça dépend. Tout dépend de l'audience. C'est comme les médias. Tu vas pas payer la même chose dans un gros magazine ou dans un petit magazine local. Je peux te donner une fourchette en général. Après, ça dépend parce qu'on négocie à l'année. Tu peux négocier par campagne, ou à l'année. Donc forcément, quand tu négocies à l'année, tu peux un peu dire, voilà, je fais plusieurs campagnes, donc je vais pas payer le prix unitaire, entre guillemets. Mais ça dépend. Et puis, tu as des gens qui vont dire, oui, mais moi, je travaille avec une équipe de photographes, de vidéastes, donc du coup, c'est plus cher, mais tu auras une meilleure qualité. C'est quelque chose qui vous plaît ? Ouais. Mais soit la personne, elle maîtrise le truc et voilà, il n'y a pas de souci, on ne va pas exiger qu'elle travaille. Mais sur des profils qui sont moins créatifs, qui sont plus... qu'on prend plus pour des stats, par exemple, pas pour leur côté créatif. Là, c'est vrai que ça me rassure de savoir que ça va être shooté par quelqu'un de professionnel. Parce que parfois, je vois des trucs, j'ai déjà vu des vertes et des pas mûres, Chloé. Tu refuses souvent, tu dis, ouf, ça, c'est pas possible. Ouais, il faut refaire. Ouais, il y a des choses qu'on a déjà refusées, mais parce que ça correspondait même pas au brief. Et donc là, t'es là, bon, là, ça va pas. Et tu sais, à partir du moment où tu rémunères, c'est un peu comme un prestataire, c'est comme une agence, tu vois. Donc, si t'es pas satisfait, t'engages quelqu'un pour faire la peinture chez toi, le gars, s'il se pointe pas au jour où il est censé venir et qu'il dit « Oh, je viendrai la semaine prochaine », tu vas pas être contente. S'il peint mal ton truc, tu vas lui dire de recommencer. En fait, finalement, les influenceurs, c'est pareil. Alors oui, ce sont des personnalités publiques, mais ça ne les empêche. Enfin,
c'est pas un laisser-passer Oui, pour ils ont faire toujours des de la merde. responsabilités et voilà, ils doivent honorer leur contrat aussi. Ouais, Hein. voilà, c'est ça. T'as une anecdote un peu croustillante à nous partager, quelque chose qui t'a vraiment marqué, je sais pas, dans tout ton passé. Pas Ouais. forcément chez Nespresso, hein, mais pas. Non, je pourrais écrire un bouquin sur les trucs. Mais... Bah ouais, typiquement. Alors moi, ce que je trouve toujours très marrant, c'est les gens qui te démarchent, donc qui viennent vers toi pour travailler ensemble. Ah, je suis fan de la marque, j'adore. Tu t'es là, bon, ok, on peut essayer un truc. T'envoies des produits, t'envoies une machine parfois. Parfois, ils ont déjà la machine, donc là, c'est déjà bon signe, c'est qu'ils sont consommateurs. Et puis, il se passe plus rien. Tu les entends plus. Silence radio. Tu dis, est-ce que tout va bien? S'il y a un problème, tu peux me le dire, je peux accepter. Si tu n'aimes pas le café, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi. Non, le silence radio, et ça, c'est un truc... même quand j'en parle avec mon agence, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Et que là, à ce moment-là, le talent te dise, oui, en fait, voilà, en effet, j'aime pas le café, j'aime pas la machine, ça me convient pas, voilà, je vous les renvoie à mes frais. C'est ok, quoi, pour toi. Oui, il n'y a pas de souci. Bah, on peut pas. Oui, forcer quelqu'un à. On peut pas plaire à tout le monde. Enfin, tu vois, ouais. Mais à partir du moment où c'est toi qui as envie de faire un truc, etc., moi, je suis en général assez ouverte, tu vois. À partir du moment où tu sais, tous mes box, là, mes stats, etc., tout match, je me dis, bah ouais, pourquoi pas, on peut essayer. Et je dis toujours, voilà, on va tester un truc. Et puis, bien sûr que ça peut découler après sur des partenariats à plus long terme, payants, etc. Je veux dire, à partir du moment où tu me dis j'ai trop envie de parler de ça, machin, tout, ok, bah faisons-le, et puis t'envoies, et puis il se passe rien. Trop bizarre. Tu mises sur des jeunes talents? Tu mises sur des gens que tu vois qui vont évoluer, qui vont... Ouais, il y a eu quelques profils comme ça où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu un peu, pas la vision, mais je me dis, ça, c'est des gens dans quelques années. Par exemple, je travaillais pas avec elle, hein, mais Alison Toby. Ouais, moi, j'ai commencé à la suivre, je pense qu'elle avait 5000 followers. Pareil, comme toi. Aujourd'hui, elle fait des couvertures de magazines, quoi. Oui. J'adorerais l'avoir sur le podcast, d'ailleurs. Ouais. Alison, si tu veux pas. Oui, non, t'as fait. Ouais. Elle a aussi son style, hein. Ouais, mais après, elle a aussi... ouais. Oui. Moi, j'aimerais bien travailler avec elle. On a été beaucoup en discussion, etc. Mais c'est plus au niveau des budgets. Et tu vois, le truc aussi que je répète souvent, parce qu'on me dit, ouais, Nespresso, les influenceurs, ouais. On vend des capsules, on vend pas des sacs. Moi, je vends pas des sacs à 2000 €. Hein. Donc, quand tu penses déjà à ce que tu vas devoir mettre en fille pour un influenceur, quand tu te dis tout ce que je dois vendre pour derrière... ton retour sur investissement. Ouais. Et ça, c'est le retour. Oui, parce que l'awareness de la brand, enfin, la notoriété de la marque, c'est difficilement calculable. Ouais, c'est un média d'image, l'influence. Tu peux faire des trucs avec des codes promo et là, tu mesures directement. Oui, et là, tu peux traquer. Mais encore une fois, est-ce que Nespresso, vous faites des codes promo? On a fait un peu, mais c'est pas dans l'ADN de la marque. Oui. C'est pas notre style, quoi. Et ça marche sûrement très bien pour d'autres marques qui s'y prêtent beaucoup mieux. Nous, c'est pas l'image non plus. On n'a pas envie de faire des codes promo à gogo. On le fait pas avec nos propres clients. On le fait pas par mail, etc. Donc. Ah, moi, je suis Nespresso à l'ancienne dans ma petite boîte aux lettres. J'ai mon petit folder. J'adore. Hein. Ouais. Tu sais que je l'attends, mon petit coupon. Et je commande avec petit coupon à l'ancienne. Ouais. Et tu reçois nos super GWP, les petits cadeaux. Ouais, les petits cadeaux, les petits goodies. Moi, les mugs, je suis adepte des mugs. J'en ai plusieurs. J'adore. Franchement, je suis conquise. Mais je vais t'avoir un mug gravé parce que maintenant en boutique, gravé audace. Graver les accessoires Nespresso. Je trouve que c'est une excellente idée, même pour un petit cadeau à Noël, tu vois. Ouais. J'adore. Ah oui. Je te le promets. Tu vas l'avoir. On va finir l'interview avec quelques questions sur toi. Alors, tu pourrais nous dire ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent. Ah, l'image, la nourriture, ça va un peu ensemble, hein, parce que moi, j'ai pas le... Comment dire? J'ai jamais été... je suis petite, tu vois, je suis très pas si petite. T'es plus grande que moi. Ouais, je fais 1m57. Ok, t'es plus petite comme... je suis plus petite que la moyenne. J'ai pas une peau ouf. Franchement, j'ai toujours une peau réactive et tout. Je fais des rougeurs, machin. Le rapport avec la nourriture, très difficile parce qu'en fait, moi, je me lève le matin, mon ventre, il est jamais vraiment plat. Mais bon, voilà, le matin, il est plus ou moins plat. Je bois un verre d'eau, bim. Donc, en fait, ça a pas toujours été facile. Bon, Julie, t'es magnifique, on se le dise, mais je crois que tu travailles dans le monde des réseaux sociaux, où tout est toujours léché, même limite
retoucher et tout, ça doit être, c'est vrai que t'es confronté chaque fois un petit peu entre guillemets à la perfection. Ouais. Donc tu dois avoir un œil sur toi c'est vrai qui que est très parfois difficile je me dis, parce que je suis trop dit. Oui, je te le dis. J'ai des trucs, c'est pas réaliste. En fait, je sais même pas si ce que je vois est réel. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu vois des influenceurs parfois en vrai, pour la première fois, ouais, j'ai eu quelques gens comme ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas la même chose. C'est pas genre complètement Après, c'est différent. normal, on se met tous la photo la plus jolie de nous. Mais tu vois. pareil, et je pense pareil pour moi. Genre mon Insta, les gens qui me voient pour la première fois, ils se disent ouais, bon, elle montre ce qu'elle a envie de montrer. Non, moi je trouve identique. Merci. Mais ouais, donc ouais, c'est très dur aussi sur les réseaux sociaux parce que je peux pas ne pas y être. Oui, c'est ton métier. Donc forcément, mais ça va mieux. Depuis que j'ai eu Liam, voilà, je suis devenue, j'ai plus de résilience, quoi. Je me dis, bah oui, matériellement, j'ai pas le temps le sport que je faisais avant, je peux pas. Avant, je faisais parfois du sport 2 fois par jour. C'est pas possible. Donc, et j'arrive à mieux maîtriser. Je mange encore des phases où je mange mes émotions, où je suis là, genre, je mange tout ce qui me passe. Mais ça va mieux et puis je relativise. Et c'est vrai que Charles aussi est quelqu'un qui va beaucoup me dire, me faire relativiser. Il me dit souvent, mais non, je te trouve jolie et tout. Donc, je me dis, bon, ouais, sois pas si dur avec toi-même parce que si ton compagnon, il est encore là, il t'aime et il te valorise, c'est que ça va. Voilà. Avec l'argent? Avec l'argent, ouais, bah, tu vois, avec mon parcours, forcément, moi, je me serais pas vue dans des trucs dans le social, par exemple. Bah, je trouve que c'est très louable, les gens qui font ça. Moi, j'ai toujours eu une affinité avec ce marketing, tu sais, la vente et tout. Donc, l'argent te drive? Gagner de l'argent, c'est un moteur pour toi? Ouais, c'est un moteur, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Non, pas à n'importe quel prix, pas au prix de mon bien-être. Je vais plus sacrifier. Moi, ces trucs de salaire, de plein de trucs et tout, si on me traite comme de la merde, ça m'intéresse pas. Non, j'ai fini avec ça. Moi, non. D'abord, c'est le bien-être. Et après, plus je peux évoluer, tant mieux. Mais aussi l'argent, j'ai été éduquée que on le dépense pas. J'ai jamais, je faisais des jobs étudiants, je devais mettre la moitié sur un compte épargne. Il était hors de question que je dilapide le salaire là à des futilités. Donc j'ai toujours eu ce drive de voilà, il faut économiser, etc. Donc c'est important, mais je le gère bien. Eh ben évidemment, je devais te la poser. Ton café Nespresso préféré? C'est Vertuo. Donc il y a 2 lignes chez Nespresso, les classiques iconiques là, les petites originales, et puis Vertuo, les plus grosses capsules. Donc c'est en Vertuo et c'est le Bianco Piccolo avec Oatly. Pas avec un autre lait d'avoine, avec Oatly. C'est le truc, genre, alors que moi, je buvais presque pas de café, avant que je commence chez Nespresso. Donc, petite aussi anecdote, c'est quand j'ai eu Liam que je me suis dit, je vais quand même une fois essayer ce café là, parce que moi, là, je tiens pas, il me faut un truc. Et maintenant, je bois presque un café par jour. Moi, bien plus. Ouais. Moi, je bois beaucoup de café. Mais j'arrive, mais c'est pas devenu une addiction. Charles, il boit beaucoup plus, comme toi, je pense. Mais ouais. Mais donc, j'ai appris à aimer le café. Est-ce que tu peux nous donner le nom, nous citer une influenceuse ou une personnalité publique qui t'inspire ou avec laquelle tu aimes particulièrement travailler? Alors, ça va être un peu bateau. Je pense que c'est un nom qui revient beaucoup de fois dans le métier. C'est Claire Marnette, Milky Way Blue Eyes. Pour plusieurs choses, en fait, parce que c'était une des premières en Belgique, qu'elle a super duré. Franchement, ils ont pas tous survécu parce qu'elle est solide, elle a su bien s'entourer et elle est restée aussi. Elle est pas tombée dans ce truc, tu sais, du copinage. Là, oui, je veux m'entendre avec tout le monde, je veux faire plaisir avec tout le monde. Elle a une approche très pragmatique. Moi, je la vois sur des shoots. On parle boulot, on parle un peu de tout de rien, mais en dehors de ça, voilà, les clients, c'est les clients, les amis, c'est les amis. Il y a pas, voilà. Je pense qu'elle a mis les frontières qu'elle devait mettre. Donc, je trouve que c'est louable, franchement. Et puis, niveau professionnalisme, je veux dire, c'est quelqu'un, et elle et son équipe, tu vas avoir les trucs à temps, tu fais un brief, ils te proposent l'idée créative, ils la font valider. Et aussi, ça permet que, quand on reçoit les trucs, on se dit, OK, c'était ce qu'on avait convenu. C'est pas,
Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ouais, c'est facile. C'est facile de travailler avec elle. Et ça fait des années, même avant, depuis Planète Parfum, même avant ça, encore à l'agence. Ouais, voilà, clair. Elle fait de la conversion? De là? De la conversion? Ouais, elle fait... Son audience... Ouais, elle a une audience fidèle depuis de nombreuses années. Ouais. Et aussi, ce que j'adore, c'est qu'elle a toujours aimé Nespresso avant même de travailler avec Nespresso. Je pense que c'est aussi dans la famille, tu vois. Genre, c'est aussi Nespresso, c'est un peu la marque des parents. Moi, mes parents, j'ai toujours vu la Nespresso à la maison. Et donc, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, ah bah ouais. Ouais, c'est une évidence. Si tu pouvais changer une habitude ou un comportement chez toi, lequel ça serait? Question piège. Ah, c'est mon côté maniaque, mais en fait, moi, si je pouvais... T'es perfectionniste, toi? Ouais. Liam a un peu changé ça, hein, mais avant, c'était obsessionnel, quoi. Genre, c'est là dans mes PowerPoint, et encore, quand je vois d'autres PowerPoint avec des trucs, pas la même police et tout, ça me rend ouf. Je suis là. Oh, comment c'est possible? Donc, ce côté-là, mais plus en règle générale, c'est simplement pouvoir éteindre le cerveau. Mais qu'est-ce que ce serait cool? Juste te dire, oh, je déconnecte quelques heures. Je pense plus à rien. Parce que même quand t'es dans ton lit, t'es fatigué, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc ça, ce serait tellement bien. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne qui partage ta vie? Merci. Merci parce que ça n'a pas été une évidence entre nous de base. Et puis c'est devenu ouais, enfin c'était un peu le bad boy, quoi. Et moi j'avais le crush sur le bad boy et je traînais un peu comme ça derrière lui et au final ça a changé et aujourd'hui on est un duo, on est fort. Il y a des moments où on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on se débrouille, on s'écoute, on se parle beaucoup. Donc ouais, merci d'être là pour Liam, pour me soutenir quand je pète un plomb. Voilà. Et 2 dernières questions pour finir. Yes. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te drive, qui te motive, à laquelle tu penses souvent? Ouais, j'en ai 2. J'ai tout passe depuis Liam, en fait. Tout passe. Tous les parents genre, quand c'est une crise là qui se jette à terre, qui te hurle dessus, t'es là, c'est pas grave, tout passe. Demain est un autre jour. Tout passe. Et c'est un truc de John Lennon. C'est at the end, everything will be okay. And if it's not okay, it's not the end. Voilà, je trouve que ça résume bien tout. Encore une fois, ça se rejoint, hein, tout passe. Et si ça passe pas, c'est que c'est pas la fin et que c'est pas le point final et tu vas y arriver. Et enfin, est-ce que tu peux nous partager un podcast, un livre ou un film qui t'a touché? Yes, moi, ces dernières années, je suis une énorme consommatrice de podcasts. J'adore. Donc, quand tu t'es lancée, j'étais à fond. Je me rappelle. C'était trop mignonne, tu m'as envoyé direct un message. Je me suis dit, je vais suivre ce qu'elle fait et tout, parce que je sais que ça va être bien. Donc, podcast, je dirais, encore une fois, c'est un truc qui revient tout le temps, mais les podcasts de Bliss, de Clémentine, pour toutes les mamans ou mamans en devenir. J'ai écouté tous les épisodes, je les écoute encore le lundi. Et puis, un autre podcast, c'est peut-être celui de l'Écho, du média. Le Brief, c'est tous les matins, en semaine. Alors, c'est complètement autre chose, hein. Ça parle d'économie, de politique et tout. Mais en 15 minutes, ça me permet d'être au courant de l'actualité, de suivre un peu ce qui se passe en Belgique, à l'étranger et tout. Parce que oui, les réseaux sociaux, c'est sympa, mais... c'est pas ça qui va te mettre au fait de l'actualité. Et moi, je fais quand même encore la partie corporate. Donc, voilà, faut que je sois un peu au minimum au courant. Donc, ça, c'est 15 minutes. Et c'est pendant que je fais mon skincare, bam, je reste au courant. Et alors, pour faire le clin d'œil à Nespresso, il y a aussi un podcast Scandale de Madame Figaro. J'adore. T'adores? Très, très bien monté. Ouais, c'est vraiment bien monté. Travail d'ingénieur du son clair, hyper quali. Avec les effets sonores, non, mais j'adore. La musique, j'adore la les musique. trucs là. Wow. Non, mais j'adore. Ouais. Je me mets un setup limite, c'est pas le podcast que j'écoute en mode en train de faire la cuisine. Je suis là, bon, c'est le bon moment là. Non, mais Scandale, c'est très, très, très bien. Et c'est celui aussi sur Georges Clooney en fait, parce que
tu te rends compte que ce gars, il est méga inspirant. Il a fait des trucs de fou, quoi. Et là aussi, tu vois que Nespresso, c'est pas juste une égérie. C'est plus que ça. Il est vraiment investi. Il est engagé. Et je trouve que ça donne encore une autre perspective, justement, à ce partenariat qu'il a avec Nespresso. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi.